Voilà donc pour la chronique antiseptique en matière civile. Et nous allons passer à toute autre chose à présent avec notre ami Charles qui nous a donc fait le plaisir de venir ce soir et qui va nous faire partager son point de vue. Alors, si j'ai bien compris, moins sur une branche à part entière dans son champ de recherche que sur un objet qui nous intéresse tous, à savoir le devenir de notre vaste domaine qui est l'enseignement supérieur et la recherche. Merci beaucoup. Déjà, un grand merci de m'avoir convié à intervenir ce soir. Je voudrais évoquer avec vous un point dont on parle peu depuis quelques semaines, qui est le projet de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. En effet, la décision prise le 14 mars dernier de confiner l'intégralité auprès de la population n'a pas conduit que à confiner des dizaines de milliers d'agents de l'enseignement supérieur et d'enseignants-chercheurs, qui d'ailleurs ont été bien occupés depuis à assurer la transition pédagogique et bientôt à organiser des examens à distance. Elle a aussi conduit, cette décision du 14 mars, à confiner la contestation des enseignants-chercheurs, contestation qui, aujourd'hui, aux oreilles de la ministre, doit tout juste ressembler à une sorte d'acouphène, un léger désagrément qui n'est gênant que si on s'en préoccupe. Or, de cette contestation, le ministère s'en est jamais préoccupé de toute façon. Il n'y a donc pas de raison que cela change véritablement aujourd'hui. Pourtant, les choses commençaient à bien s'organiser, non seulement au sein de certaines facultés de droit et de sciences politiques, qui ont connu pour certaines une brève mais historique période de revendication, mais bien au-delà, plus largement en France, dans l'ensemble des disciplines de recherche et d'enseignement supérieur. Je vous rappelle, cette contestation, ces revendications portaient tant sur le projet de réforme des retraites que sur les conclusions de 3 rapports préalables au projet de loi de programmation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et différentes revendications et mobilisations se sont tenues partout en France, tant des tribunes dans la presse, des actions de grève, d'actions de sensibilisation, des communiqués des différentes sections du CNU, des démissions individuelles ou collectives. Bref, on en a pas mal entendu parler jusqu'à cette décision prononçant le confinement. Et malgré les différents points de divergence qui peuvent exister entre les différentes revendications, toutes ces manifestations se rejoignent sur un point. Les solutions préconisées pour répondre aux dysfonctionnements qui avaient été mis en lumière dans les 3 rapports, ces solutions préconisées ne correspondent pas aux yeux des gens qui se sont mobilisés, des collègues qui se sont mobilisés, au modèle de l'université que nous souhaitons continuer de porter. En tout cas, pour ma part, je souhaite continuer de porter. Parce que ces propositions relèvent plus d'une approche managériale et mathématique de l'enseignement et de la recherche, euh, qui risque en réalité d'accroître les inégalités entre établissements, mais aussi les inégalités au sein des établissements, et d'ainsi précipiter la précarisation des enseignants-chercheurs, notamment des plus jeunes enseignants-chercheurs. Pourtant, et finalement on n'en est pas tellement étonné, sur un certain nombre de points qui avaient cristallisé les critiques, le ministère a, au cours des dernières semaines, adopté ou annoncé plusieurs mesures qui confirment bien les craintes que l'on pouvait avoir précédemment. Ce qui doit, à mon avis d'ailleurs, nous alerter sur le fait que le jour d'après, à l'université, tel qu'il est pensé par notre tutelle ministérielle, n'est pas prévu pour être différent de celui qui avait été imaginé avant le confinement. 2 exemples brièvement me permettent de l'illustrer. Celui des primes versées aux enseignants-chercheurs et celui des emplois précaires à l'université. En effet, une des propositions des rapports préalables était de revaloriser le traitement des enseignants-chercheurs. On est bien entendu forcément favorable à une telle mesure, mais pas par un dégel du point d'indice, qui était pourtant demandé par la grande majorité de nos collègues, mais par une politique de primes différenciée, qui risque certainement d'accroître les effets néfastes du financement de la recherche par projet, et c'est un point qui a été soulevé. Une autre proposition de ces rapports était de favoriser le recrutement d'enseignants et de chercheurs non titulaires, recrutement sur projet ou dans le cadre de ce qu'on appelle les tenure tracks,
système qui est complètement cohérent avec la volonté du gouvernement de développer une recherche publique fléchée par projet que certaines universités connaissent déjà, qui travaillent dans le cadre de projets tels que des ICIT ou des LabEx, et qui conduit dans les faits à précariser l'emploi de certains collègues et de laisser de côté une politique plus vaste de titularisation, de pérennisation des emplois. Or, en catimini, le gouvernement a adopté un décret le 18 mars dernier qui vient élargir le périmètre de certaines primes qui auparavant étaient réservées à des enseignants-chercheurs titulaires, à des postes précaires, en tout cas aux titulaires de postes précaires, type titulaire de chaire d'excellence ou de tenure tracks ou encore de postes sur projet. Ce qui manifeste clairement, c'est très bien pour eux, ce n'est pas le problème, mais ça manifeste clairement la volonté du gouvernement de poursuivre jusqu'au bout la politique de recrutement d'enseignants non titulaires et précaires au détriment d'un mouvement plus vaste de pérennisation des emplois ou de titularisation des postes. Il est d'ailleurs peu fait cas de la situation de ceux que l'on désigne comme précaires, puisque à la lecture d'un mémo, un simple mémo qui a été dévoilé à l'occasion d'une foire aux questions menée par les services du ministère, il a été dévoilé le fait que une partie des 120 000 vacataires de l'enseignement supérieur et de la recherche, les fameux CEV, chargés d'enseignement vacataire, ne seraient peut-être pas ou pas immédiatement payés de toutes les heures qui étaient pourtant inscrites dans leur emploi du temps en raison des circonstances actuelles de confinement. Donc, mesure qui se fait en contradiction avec le principe de continuité des revenus. On ne peut donc pas vraiment espérer, à la lecture de ce simple mémo, un changement radical de logiciel à brève échéance. À tel point, et je conclurai là-dessus, que le 13 avril, donc il y a quelques jours, un appel national a été lancé par un ensemble d'universitaires et de chercheurs, demandant au gouvernement à ce qu'aucune mesure non urgente ne soit adoptée en matière d'enseignement supérieur et de recherche, au sujet de laquelle il ne serait pas possible, compte tenu des circonstances et du confinement, de débattre, d'avoir un débat véritablement démocratique. Ainsi, au même moment où il semble absolument urgent d'agir dans un nombre de domaines essentiels, dont l'aide aux étudiants confinés sans ressources, on souhaiterait que, pour ce qui concerne la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, il soit bien compris qu'il est urgent de ne rien faire. Et ne rien faire, ça ne consiste pas, comme cela a été décidé par décret du 3 avril, à obliger tout étudiant à obtenir une certification en anglais délivrée par des entreprises privées étrangères, ce qui manifeste là encore le fait qu'on est loin d'avoir changé de logiciel en la matière. Voilà ce que je voulais dire dans ce petit billet d'humeur. Merci beaucoup en tout cas à nouveau de m'avoir invité.